Bonsoir, bienvenue dans les interviews. Je m'appelle Jean-Pierre Lézy, vous aurez compris l'allusion avec le nom. J'aurai l'immense honneur et l'immense plaisir chaque semaine de m'inviter chez vous, de recevoir un invité ici même sur ce plateau. Dans ce magnifique cadre du Petit Trianon, nous recevrons chaque semaine un invité différent. Des hommes politiques, des artistes, des sportifs, des humanitaires, des diplomates, toutes les personnes qui font l'actualité. Nous parcourrons avec eux le fil de leur histoire, mais nous le ferons aussi réagir par rapport à tous ces sujets qui nous préoccupent dans la ville, dans le pays, dans le continent et dans le monde entier. Mon invité de ce soir est le tout premier pour des raisons que je trouve évidentes, et c'est un artiste atypique dans le paysage musical congolais. Il cultive la particularité d'emmener ceux qui l'aiment et qui le suivent vers des horizons différents. Après avoir exploré et expérimenté, comme il aime le dire, pendant presque 2 décennies dans divers projets avec les plus grands artistes musiciens, Papa Wemba, Gérard Madiata, le Seigneur Tabouley, il sort en 2005 son premier album solo, Bombe Anatomique, qui sera un succès critique et commercial depuis quelque temps. On le voit par petites touches explorer les méandres de l'humour comme si la musique ne lui suffisait pas. C'est un homme qui joue avec les mots, les phrases, la musique comme personne. Il vient de fêter ses 54 ans. Je vais le rejoindre. Jean Goubald, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Joyeux anniversaire, meilleurs vœux. Merci, et à toi aussi, parce que tu as fêté il n'y a pas longtemps. Tu es né le 22 et moi je suis né le 20. Voilà. J'ai dit que tu avais eu 54 ans. 54, oui. Et par coquetterie, moi je dirais pas quel âge j'ai eu. Jean Goubald, c'est un immense plaisir pour moi de te recevoir. Je te l'ai déjà dit, le fait que tu sois le premier invité de cette émission tombe sous le sens. Ça va dans la droite ligne de ce que j'ai envie de produire. Et je crois que dans le paysage musical congolais, tu es celui qui correspondait le mieux à la première. Merci. J'aimerais que tu nous dises d'abord où est-ce que tu es né et dans quel contexte. Je suis né à Mbujimayi et à l'hôpital Bonzola. À Mbujimayi, voilà. Dans le contexte, c'était que les parents habitaient Lubumbashi. Cette année-là, ils ont fui Lubumbashi via Mbujimayi pour venir à Kin. On venait de chasser encore les Balouba là-bas, Lubumbashi, c'est des trucs qui arrivent. Qu'est-ce qui est Luba chez toi? C'est quoi ton héritage Luba, profond? Je crois que c'est mon être. Je suis Luba, de par papa et maman. Je suis Luba. Donc voilà. Mbujimayi, la naissance, à quel moment est-ce que l'arrivée à Kin se fait? Ou à Je ne sais pas exactement, parce que je ne me suis pas vu venant à Kin. J'étais bébé, quoi. J'étais bébé, je sais pas, j'avais 1 an ou un peu moins ou un peu plus, mais c'est autour d'1 an. Et tu vis où à Kin? On arrive à Kin, on vit à Lingwala, et puis dans la commune de Kin, et puis dans la commune de Kalam, au Matongé, et puis dans la commune de Kassavubu, et puis Kalam, Yolo, et finalement Alemba. L'endroit où tu as fait tes études, où tu as commencé ta formation, parfois en dit beaucoup sur ce que tu es. Tu as fait tes études primaires et secondaires où ça? Au collège Albert Ier, Albert et puis Boboto. Mais j'habitais Yolo quand je suis entré au collège. Et on est allé à Lemba quand j'étais en 3e primaire ou 4e. Le fait d'habiter à Lemba et d'aller au collège Boboto, c'est une volonté de tes parents de te donner la meilleure éducation possible? Oui. Papa, ce fut un presque prêtre. Il a fait séminaire, grand séminaire et tout ça. Et puis voilà, il voulait que ses enfants aient cette éducation-là que lui a eue. Mais tu étais bon. Hein? Tu étais bon, je suppose, pas Très comme bon. moi. Très bon. Moi, j'étais pas bon du tout. Moi, j'étais très bon, mais très turbulent aussi. La musique, celle que tu nous joues depuis plusieurs décennies maintenant, elle intervient où dans ce parcours? Quand est-ce qu'elle arrive? Je n'allais même pas encore à l'école quand mon frère aîné m'a appris les premières notes.
Les premiers accords, c'était à Yolo déjà. Et là, je crois que j'avais 5 ans. Déjà, je touchais à la guitare, mais c'est jusqu'aujourd'hui. Et puis, le frère aîné m'a encadré, et puis j'ai pris goût. J'ai fait partie des chorales Saint-Augustin à Lemba, j'ai fait partie des groupes, des orchestres du collège Boboto, du campus Facochère. J'ai grandi comme ça dans la musique. Et là, tu chantes déjà ou tu es sur l'instrument? J'étais un peu plus guitariste. Je chantais, mais pour écrire mes chansons et donner à ceux qu'on appelait les chanteurs. En ce moment-là, moi, je me plaisais à faire la guitare. Et le goût m'est venu de chanter quand on est arrivé au campus. Quand on interprétait les autres orchestres, à des moments, je sentais que mes chanteurs la chantaient très mal. Et parfois, je disais, tu mon aïmbam. Alors comme ça, j'étais sur la guitare et sur le micro en même temps. Je me suis dit, c'est que on aïmbam, on peut pas. À quel moment de ton parcours tu comprends que la musique va devenir ta profession? On passe de la passion à véritablement le fait d'en vivre, en fait. Ça, c'est après le campus. En fait, j'avais pas terminé au campus. Tu as fait quoi? Je faisais la pharmacie. Il m'est venu une rébellion au campus. J'étais le Pépé Goubal, c'est-à-dire... je suis un fan de Pépé Feli. En référence à Manoa. Voilà. Alors, j'étais en train d'écouter des chansons d'ailleurs. Je prends ma guitare, j'essaie de faire des accords, je parviens pas, je me dis, mais ces gens, ils sont en train de m'aduler à tout bout de champ. Bah, comme ça, il y a le kuta. Parce que moi, mon aïe, makambo. Alors, je me suis dit, je fais plus ces histoires de typiques et de tout ça, je me mets à étudier les accords, à comprendre les harmonies. C'est ce qui m'a poussé à aller faire des musiques de boîte, c'est ce qui m'a poussé à aller chez Madiata. J'ai fait un temps chez Madiata, j'ai joué avec les Minzoto, un peu chez Tantina Betty, mais là, elle était déjà en Europe. J'ai fait la musique grecque, j'ai fait la musique des Basengele, des Machi, des Babunda, juste pour apprendre. Bon, Basengele, Machi, tout ça, je comprends, mais grec, pourquoi? La musique grecque, parce que je me disais, mais pourquoi ne pas aller écouter d'autres sons? Mais de 85, 86, où comme tu nous l'as dit, tu vas dans les boîtes pour découvrir, pour essayer de comprendre, jusqu'à 2005, tes collaborations avec ces grands artistes se passent comment? Tu es auteur, compositeur, tu es guitariste, tu es un peu tout ça à la fois? Je suis tout ça à la fois. C'est-à-dire que je vais chez quelqu'un, je collabore pour puiser ce que j'ai pas. Je fais attention à ça. Je suis un apprenti, un éternel apprenti. Je vais chez quelqu'un, j'essaie d'étudier ce qu'il a, ce que j'ai pas. Et puis c'est comme ça que je continue à apprendre ma musique. Voilà. À partir de quand est-ce que tu passes de cette activité de collaboration multiple? Bon, on fait un bond, hein. On peut évidemment pas résumer 20, 30 ans en 20 minutes. Tu nous as parlé de tes activités à partir de 85. Là, les années passent, tu collabores avec les plus grands, en tout cas beaucoup de plus grands. Et puis finalement, il sort un mouvement de groupe de recherche. Et en 1998, je quitte le tout dernier groupe auquel j'ai fait partie, c'était le Okwes. Et donc de 98 à 2005, tu commences à réfléchir. Ouais, là je joue seul, je fais les festivals, l'autre musique, etc., etc. Et puis je vais à Massa et je rencontre un producteur, M. Lokela, que je salue. Et puis voilà, c'est lui qui sort mon premier album. En 2005. Bombe anatomique, ouais. Bombe anatomique. Bombe anatomique, c'est une sorte, allez, on va pas dire révolution, mais c'est une sorte de tournant dans la musique congolaise parce que moi, en tout cas personnellement, je suis pas un grand spécialiste ni un grand mélomane. J'aime beaucoup la musique sentimentalement. Je découvre une manière que je ne voyais pas, c'est-à-dire les mots tels que tu les dis, avec leur sonorité, avec les syllabes que tu prononces, sonnent comme un instrument eux-mêmes. C'est voulu? C'est ça le rôle des mots, en fait. Il faut qu'il y ait du rythme dans le texte, déjà. Le texte ne doit pas attendre
le rythme des sons musicaux. Mais en 2005, tu te rends bien compte, peut-être avant, mais en 2005, tu te rends bien compte que c'est pas ce qui se fait. C'est pas vraiment. Mais je sais, je suis musicien depuis tout ce temps-là. Je suis musicien et je sais que il y a une sorte de copie dans les musiciens. Ils se copient pour rien parce qu'ils n'ont pas de personnalité. Finalement, notre musique, c'est devenu une chanson parce que les artistes n'ont pas de personnalité. C'est-à-dire, les artistes ne se vendent pas en tant qu'entité, en tant qu'individu particulier. Non. Les artistes se vendent en tant que commerçants de « Oh, les autres, comme bien, Nicolo ». Non, mais c'est pas ça, un artiste. Un artiste, c'est une âme, c'est un esprit, c'est un individu, c'est une particularité, c'est une manière d'être. Moi, j'amène ma rébellion, quoi. Je viens avec moi. C'est pour cela que je sonne, du coup, je sonne particulier. Et les gens qui m'adoptent, les gens qui aiment les mots, il y a des gens qu'on ne nourrit pas dans ce pays, les gens qui aiment la beauté des mots. Tout le monde devient un talak ou tout le monde... Non, non, moi je ne suis pas ça, je suis moi, je suis Jean. Alors, cher Jean Goubal, toutes les semaines, je vais prendre, dans une rubrique que j'ai humblement appelée Les Éditos, je vais prendre un sujet d'actualité, national, africain, mondial, et je vais le triturer, le traiter avec un peu d'humour, parfois un peu d'agressivité, parce que je peux l'être, avec un peu de recul, avec un peu de causticité. Et cette semaine, Jean Goubal, le sujet, c'est... J'ai lu un article il y a 2 semaines disant que dans tous les pays d'Europe, sauf la France, il y a que la France qui résiste encore, la fessée est pénalisée. C'est-à-dire que sur Obeti-Moana, tu peux te ramasser la police, tu peux te ramasser une amende et tu peux même aller en prison. Donc je traite du sujet et puis on revient juste après, je vais te demander ta réaction. Les éditos. Partout en Europe, aujourd'hui, la fessée est interdite, voire même pénalisée. C'est-à-dire que si tu décides de punir ton enfant ou de délimiter le champ des possibles avec une tape dans sa fesse, tu peux payer une amende salée. Et si tu persistes, on peut t'envoyer en tôle. Ça, c'est la tête qu'aurait tirée ma grand-mère si elle avait vécu assez longtemps pour voir ça. Elle qui adorait donner des torgnoles à tout le monde, qui le faisait avec la masseria de la calasse chantant l'Ave Maria. Ma grand-mère, c'était la star mondiale de la baffe. Jeune, vieux, tout le monde y passait. C'était un festival ambulant de mbata, stylé et bien travaillé. Mais quelle est cette société où toute forme de violence, même maîtrisée, est proscrite? Peut-on pousser l'hypocrisie jusqu'à essayer de faire croire que physiquement, on n'obtient rien? Un exemple. Les interventions militaires à terme se feront plus au corps à corps. Les soldats seront devant leur joystick, d'où ils commanderont des avions et des drones sans pilote. Le résultat sera le même. Trouer des ventres, faire exploser des têtes, faire gicler du sang sur les murs. Par contre, le responsable de l'acte sera dans sa cabine aseptisée, protégé des éclaboussures et de l'hémoglobine qui splash. On a le droit d'être inquiet d'une société où on délèguera la violence à la machine. L'humain, derrière, ne verra plus jamais les conséquences de ses actes. On veut protéger les enfants et les hommes de la violence, mais le monde reste violent et toutes les formes d'horreur sont cachées, édulcorées. Et pour en revenir à la fessée, elle symbolise la représentation physique des limites à ne pas franchir pour un enfant en construction. En Afrique, on dit « Vive la fessée ». Cher Jean, on est de retour avec toi. Une petite réaction par rapport à ce que tu viens de voir. Moi, je suis pour la fessée. De toutes les façons, moi, je crois que la fessée, elle est divine. Hein, parce que Dieu, tout en étant amour, comme il est amour, il y a de l'espace pour la correction. Moi, je crois qu'il faut de temps en temps taper. Parce que quand un parent tape, ce n'est pas parce qu'il est son enfant, mais c'est parce qu'il veut que son enfant aille de l'avant. Tu vas remarquer que la société occidentale, aujourd'hui, elle est en train de s'enliser dans Les enfants ne sont plus éduqués comme il faut. Ils deviennent Ils sont capricieux et ils sont très violents, d'ailleurs, ces enfants-là. Il y a beaucoup plus de meurtres aujourd'hui, en Occident, qu'il y en avait avant. Parce que la fessée, elle corrige avec amour. Mais le laisser aller, moi j'ai vécu dans une famille là à Bruxelles, j'ai vu une petite faire du n'importe quoi, mais je l'ai simplement engueulé, je lui ai dit, yo penaso zali na Afrique ni mbata na peso et kangli
Toiti Koto. Et après, quand je suis rentré à Kin, sa maman m'a appelé pour dire que depuis ce jour-là, la petite a changé. Tu t'es reçu des roustes, toi? Ah oui. Jeune? Trop d'ailleurs. J'étais chez moi parce que papa, les trucs du genre, pourquoi tu as déposé ce bouquin ici alors que sa place n'est pas ici? Oh, papa, essaye l'autre. Avant de revenir, cher Jean Goubald, à ta carrière, à partir de bombes anatomiques, je vais recevoir ici, sur ce plateau, des hommes politiques. Je voulais te demander, parce que c'est intéressant pour moi, quel est ton rapport à la politique? Par rapport à notre politique, j'aime pas. J'aime pas notre politique, notre façon de faire la politique, disons même en Afrique. Les politiciens, j'ai comme l'impression qu'ils ne sont pas assez humains. Je veux dire, ils n'ont pas assez de maîtrise. Je comprends pas. Moi, je comprends pas personnellement. Quand je vais chez moi à la maison, ma maman, elle est veuve de fonctionnaire, elle touche 11 700 francs à la fin du mois. 11 700 francs congolais à la fin du mois. Ça veut dire 9 $ et 2000 francs. Bon, vous voulez que j'applaudisse les gens qui font ça à ma mère? Non. Nos politiciens, ils sont égoïstes et aveugles. Waouh. Je leur montrerai l'extrait quand ils viendront. Cher Jean Goubald, 2005, Bombe anatomique. Je t'ai expliqué tout à l'heure ce que cet album m'avait évoqué moi. Et j'aimerais que tu nous racontes la suite. Bombe anatomique sort. Commercialement et critiquement, c'est un succès. J'ai rarement entendu des gens qui critiquaient de manière négative ton travail de musicien. Raconte-nous, 2005. L'album est sorti. La première personne à dire Boro et Simba, c'était Kofi. Kofi Olomide. Et puis, une fois, il disait Bolo Baro, Fogar, Batala, Kota, animation, Zangouba, Liwan, a sali 2 mois à mener na hit parade. Wabi Batala. Donc, les gens, ils ont aimé. Pour dire que les gens ont aimé. Voilà. Et après, quels sont les albums qui viennent, qui interviennent après? Avant d'arriver au dernier que tu... Il y a un truc que j'ai fait, c'était en concert, c'était en live, j'étais seul, et j'ai donné à cet album de 12 titres, Où est-il? C'était un album live. Ça, c'est sorti à Bruxelles. Et puis le tout dernier, c'est Norme. On est en train de le pousser. Voilà. Norme qui sort en 2014. Hein. Oui. Il est sorti 2014, donc l'année passée. Où tu as été pour que tout cela te soit inspiré de cette manière-là? Norme, c'est un ensemble des chansons que j'ai écrites pas en même temps, quoi. Il y a la chanson Molly qui est dedans. C'est une très vieille chanson, je me rappelle, je l'avais écrite au Grand Marché. Je revenais du collège ce soir. C'était en 77, 78. C'est une très très vieille chanson. Et puis Norme, c'est la toute dernière que j'ai écrite dans le studio. J'avais l'idée. Qu'est-ce que je dis dans Norme? Norme, un pays énorme. Batobalou la forme. Mbok Kota me forme. Naba norme, tous à la conforme. Ba mode d'emploi et puis ba standard et à la vie. Mais je dis ça parce que à la fin, on a l'habitude de dire RDC lo comme casse, RDC lo comme casse. Mais observez, on nous chicote de tout part, de tout côté, quoi. À Brazza, on nous chicote, au Rwanda, on nous chicote, au Burundi, on nous chicote. RDC lo comme casse, ça veut dire quoi? C'est un slogan creux. Il faut accompagner ce slogan de la vraie instruction. Un peuple qui n'est pas instruit ne peut pas être fort. Ça, je tiens ça d'un pharaon. Mais un pharaon qui dit qu'il est en train de préparer son peuple à une instruction solide. Diplôme creux. Mais c'est ça mon message, en fait. J'aimerais que l'on se retourne, cette réflexivité qu'on regarde dans soi-même, qu'on se demande, est-ce que le titre que j'ai, je le mérite en termes
d'instruction, chacun doit faire une réflexivité, une introspection, regarder dans lui-même et faire un examen sans indulgence, sans parti pris parce que c'est lui-même. Christ il disait, je parle de moi, mais ce que je dis est vérité parce que le Père qui m'a envoyé est en moi. Ces belles paroles christiques, cher Jean Goubal, elles sont tellement vraies, mais ça m'emmène une réflexion. Il te manque plus que le costume rose bonbon pour embrasser la carrière de pasteur. Oui, pasteur, on a un costume à vert, un costume à rose, un costume à pembe, un sapato à noir. Oui, il te manque plus que... Mais moi, je crois que boulot n'a pas amener les gens à la connaissance, à la vraie connaissance qui est unique, qui est Christ. Toutes tes analyses sont extrêmement justes, Jean Goubal, et elles sont tellement vraies. Et c'est la raison pour laquelle tu es le premier invité que j'ai tenu à faire venir dans cette émission. Dans cette émission, il y a des rubriques, on en a déjà vu une. Il y en a une autre plus inspirationnelle qui nous parle des choses de la vie en essayant de nous montrer le chemin. C'est coach Henri Leka, qui nous envoie de Bruxelles chaque semaine une petite minute où il nous parle de divers sujets en essayant de nous montrer la voie. C'est la minute du coach. C'est à toi, Henri. Bonjour très chers amis et bienvenue à la minute du coach. Le conseil d'aujourd'hui est très simple. Lorsque tout semble contre toi, souviens-toi que les avions décollent toujours face au vent. Je rencontre trop souvent des personnes déprimées, désorientées, qui ont envie de tout arrêter car les difficultés se déchaînent sur leur vie. Chômage, divorce, faillite, etc. J'en passe. Laisse-moi te dire ceci. Face au vent, l'avion décolle. Les vents contraires qui déferlent sur toi, c'est pour annoncer ton décollage. Prends ce temps au sérieux. Recadre tes pensées. Ne panique pas. Éloigne de toi des personnes malveillantes, néfastes. Concentre-toi sur ce que tu sais faire et fais-le bien. Tu es si proche de ton décollage. Tu es si proche de ta réussite que tu ne le penses. Lorsque tout semble contre toi, souviens-toi que les avions décollent toujours face au vent. Merci à Henri pour sa petite rubrique hebdomadaire. Cher Jean, je vais revenir avec un petit questionnaire à thème je vais te poser des petites questions qui commencent toutes par si tu étais un ou une. Je pense que par des petits procédés un peu détournés, on peut découvrir ainsi des petits traits de la personnalité d'un invité. Je voudrais commencer par, je vais te surprendre, si tu étais un bruit. Bruit du tonnerre. Je crois que je suis ça. Tu es ça? Ouais. Si tu étais un mot, on va commencer par le lingala. Un mot. Un mot en lingala. Ndeko. Ndeko. Si tu étais un mot en chiluba. Mulunda. Ok. Si tu étais un mot en français. Frère. En fait, je suis en train de dire la même chose. Oui, j'avais compris. Mais j'ai comme l'impression qu'en lingala, c'est mieux parce que c'est Ndeko, c'est neutre. C'est pas comme frère en français parce que ça, c'est masculin déjà. Mais en lingala, Ndeko, c'est neutre. Ça englobe et les sœurs et les frères. Si tu étais une odeur. L'odeur qui sort du bouc. Le bouc, l'animal. L'animal, oui. Oh! Oui, parce que ça marque la masculinité de... Mais ça sent mauvais. Mais je te dis. C'est un choix. D'ailleurs, tu l'as, le bouc. Ah ben voilà. Comme moi, un peu plus long, mais comme moi.
Si tu étais un paysage, Désolé, jamais vu, mais le jardin d'Éden. je termine par si tu étais une chanson. Parfois, j'ai l'habitude de dire tu es la chanson que j'ai pas écrite. Si j'étais une chanson, non, on m'a pas encore écrit. Si tu étais une chanson, c'est une chanson qui n'a pas encore été écrite. Et tu l'écriras un jour. Jean Goubald, on arrive à la fin de cet entretien, mais avant, on a parlé beaucoup de société, on a parlé beaucoup de ton parcours, mais j'aimerais juste parler un peu d'amour. Évé. Évé, bon, je vais pas encore être dithyrambique, machin, tout ça, mais Évé, c'est une chanson de... C'est pas une chanson d'amour, je dirais que c'est une chanson d'amoureux. Raconte-nous l'histoire de cette chanson parce qu'elle est tellement magnifique et tellement harmonieuse, etc. Évé. Au fait, quand je chante la femme, je chante la femme avec son honneur, tel que créé par l'Éternel. Je ne sais pas s'il m'arriverait un jour de chanter la femme pour me limiter à la bestialité, à la bassesse, au regard du mal sur la femelle. Non. Je chante la femme en tant qu'être fille de Dieu. Supérieur. Voilà. C'est pour cela que parfois tu entends des phrases. Aza mokete monenete, magina ye yango wana. Molaite mokusete, na innocence abomwana. Mpembe te moindo te, langue yo nzambe, ya ba musée na yo kuna. Voilà. Cette chanson, je l'ai interprétée avec mon idole, Pascal Lokwaka. Voilà, il y a aussi ce point-là que je ne pouvais pas laisser passer. C'est vrai, tu as raison. J'espère qu'on le recevra bientôt d'ailleurs. Jean Goubald, je répète, je réitère mon merci. Merci pour cette émission parce que ça a été un moment bien entendu agréable que nous avons tous passé ensemble. Merci pour ton aide, pour ta présence et pour ton épaule parce que dans toute cette aventure qui commence, tu as été une épaule pour moi et je voudrais te redire 1000 merci publiquement pour ta patience, ta disponibilité. Merci Jean-Pierre. Je te laisse le dernier mot. Je peux dire, tu vois, quand il y a trop d'éloges, je me sens tellement humain et fragile que parfois j'ai horreur de supporter ce poids-là d'éloges. Et je sais que c'est ce qui fourvoie la plupart de nos musiciens, les éloges. On ne devient jamais parfait, mais on doit courir chaque jour derrière la perfection. Ce qui fait que nous tombons, nous nous arrêtons, nous nous stoppons aux éloges et nous croyons que nous sommes arrivés. Tu sais, quand tu parles, j'ai envie de m'éclipser. Ok, alors je vais respecter scrupuleusement ce que tu viens de dire et terminer par le contraire d'une éloge. Cher Jean Goubald, il faut faire tailler le bouc. Ça j'aime. Merci. Mesdames, messieurs, à la semaine prochaine.